Bonjour à toutes et à tous. Pour cette vidéo, nous allons continuer d'expliquer pourquoi la phrase « il faisait plein de fautes » ne tient pas une minute. Pour ce faire, il faut prendre le temps de comprendre comment l'orthographe, la grammaire et la conjugaison fonctionnent à cette époque. Allez, générique. Nous allons donc prendre le temps de continuer la lecture de la lettre de la dernière vidéo. Toutefois, je vais accélérer un peu pour me concentrer davantage sur le contexte. Je vais donc seulement m'arrêter sur les points importants au sujet des évolutions de la langue. J'avais prévu une blague là, peut-être un peu déplacée, mais... Qui a touché à mon script? Je serai auprès de vous. Or que monsieur... Comme on peut le constater dans cette lettre, le tutoiement n'est que peu de rigueur à cette époque. Surtout quand on s'adresse à un supérieur hiérarchique. Ainsi, le tutoiement est réservé à des supérieurs hiérarchiques qui s'adressent directement à un subalterne. Régulièrement, on peut le rencontrer aussi dans l'adresse au public. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un passage dans lequel l'auteur prend à partie ses lecteurs, comme dans cet exemple d'Orléans à la fin du XVIe siècle. « Toi donc qui lis et entends ces choses !» Le premier président m'a prié tarder pour voir le résultat de l'assemblée de laquelle je ne vous mande les particularités. Monsieur le premier président, m'ayant assuré vous les mandez, je vous dirai seulement que les mal intentionnés espéraient tout. Ici, dans espérer, l'ajout du S dans le groupe initial est issu de l'ancien français. C'est lequel l'ancien français du coup? Oui, d'accord, ouais non, c'est pas forcément évident. En gros, c'est le français que l'on peut rencontrer jusqu'au XIVe siècle. Mais après, c'est quoi alors? Pour la fin de l'époque médiévale et la Renaissance, on parle plutôt de moyen français. Je disais donc, comme dans espérer, la pratique qui consiste à ajouter un S à cet endroit résiste longtemps dans les usages. Ainsi, on en rencontre encore au XVIIIe siècle. D'ailleurs, comme le souligne le linguiste Bernard Cerchiglini, il paraît que cette lettre est utile. Tout à fait. Qu'il s'agisse d'un S long en crosse, d'un S sinueux ou d'un S à aigrette, cette lettre est utile ne serait-ce que pour sa beauté en cette position. Elle orne donc visuellement le mot. Ce serait donc juste pour faire joli? C'est déjà une bonne raison, non? Cela dit, il ne faut pas oublier la force des habitudes. C'était la mode à l'époque. Soulever et donner jonction à Paris. Monsieur le Premier Président a fait merveille, et le procureur général. Monsieur, il faut souligner qu'on est confronté à un élément intéressant. C'est un véritable archaïsme de la part de cet auteur. Il écrit le mot merveille avec un renvoi explicite à la diphtongue latine ae, prononcée populairement e. Ou sinon, c'est juste qu'il s'est planté. Il allait commencer à écrire merveille avec AIR et il s'est repris en mettant merveille avec ER. Et ce serait juste une hésitation. Et pourquoi pas après tout en fait, il n'y aurait donc peut-être pas forcément une référence latine à cet endroit, mais simplement un auteur distrait. Le président d'Amfreville, le président de Couronne, les conseillers qui ont bien fait sont le Noble, les Bellebeux, les Caudes, Brinon, Colville, le Cogneux, Dussaucé, Desmarais, Aubert, Richemont, et autres au nombre de 27, lesquels méritent louange et gratitude. Autant que les autres châtiments, lesquels ont été 46, dont il y en a qui, par une rage, ont... Notre auteur est loin d'être un cas isolé en écrivant don avec un D, comme en témoigne ce sonnet édité au XVIe siècle. Vomi sans insolence et fait des diables jusque à opiner d'apparat demi-heure, comme le ménicosté. Pour comprendre l'expression d'opiner d'apparat, imaginez-vous au Parlement, en pleine séance de questions au gouvernement. C'est bon, vous y êtes? Maintenant, imaginez-vous une ambiance survoltée, parce que l'atmosphère est un peu tendue. Ça crie de partout, ça s'insulte. Et voilà, vous y êtes. Le président Bigot, Franctot, Étouffreville plus le président d'Étalville,
Montenay et les parents à Bigot, qui sont Clément, Cambremont et Tilly. Voilà les plus signalés, surtout les 4 premiers. Sont personne à gagner ou à bannir, car tant. Avec gagner, nous sommes confrontés à la même problématique du N avant le G que nous avons déjà évoqué. S'y ajoute une question de prononciation qui évolue. Gagner se prononce gagner, mais peut s'écrire avec une variante orthographique qu'on rencontre également dans déclarer. À partir de la Renaissance, et de manière générale, la prononciation tend à se simplifier. Progressivement, des évolutions voient le jour. Prenons l'exemple du E en position médiane, comme dans esprit, qui tend à être de plus en plus considéré comme un archaïsme. Oui, du coup, progressivement, on préfère écrire le mot esprit comme on le fait actuellement et comme on le prononçait à l'époque. Qu'ils seront en charge, le roi sera mal obéi. Au Parlement, car son esprit lâche et populaire. Et pernicieux pour l'État, Bigot ne manque, et le ménicosté de redire tout ce qui se résout au palais et à 3 et 4 conférences par jour avec le prince. Enfin, en bonne politique sont personne à acquérir ou perdre, et m'offre à contribuer à l'un. Il faut bien comprendre ce qu'il se passe au niveau de cette partie de la lettre. L'agent de Mazarin fournit ici un mode d'emploi précis pour le ministre. Il suggère quels sont les parlementaires rouennais sur lesquels l'autorité royale peut compter, et fait le point sur ceux qu'il convient de punir. Oh, la balance. Je ne te le fais pas dire. On est là au cœur du rôle joué par ce document d'archives. Il s'agit de la correspondance des agents du Premier ministre. Pourquoi tu parles d'agent? C'est pas carrément un espion à ce moment-là? Et ce n'est pas faux. Mais en fait, on aurait plutôt tendance à parler d'espions pour des actions en dehors des frontières, c'est-à-dire à l'étranger. Or, dans ce cas, ce sont des agents dans la province. Ainsi, de 1648 à 1652, on a une trentaine d'espions de l'intérieur qui sont directement envoyés en Normandie. Et certains y résident simplement et ils transmettent de l'information. Oh, les balances. Et pas qu'un peu. Cette lettre appartient à un ensemble de 224 documents manuscrits, tous envoyés directement au pouvoir, pour tenir informé en fait de la situation en Normandie durant la Fronde. Comme le souligne l'auteur de la lettre que nous étudions, ils ne font pas qu'observer et peuvent agir directement, quitte à se faire beaucoup d'ennemis ayant hautement agi. Et du coup, quelles sont les informations transmises par cet agent? Cette lettre date du mois de janvier 1652. Elle intervient à un moment charnière. Les tensions commencent à renaître, alors que Rouen était calme depuis plusieurs mois. Le gouverneur de la province, le duc de Longueville, semble même à 2 doigts de replonger dans la Fronde. On l'attend de jour en jour dans la capitale normande. Ses soutiens s'agitent et retardent le cours des événements dans les différentes institutions urbaines. Ah oui, ça commence à sentir le roussi à Rouen. En l'espace de quelques jours, les agents du pouvoir se multiplient dans la ville de Rouen. Ils y restent souvent peu de temps et se reposent souvent sur les fidèles de l'autorité royale qui résident à Rouen. Je pense en particulier au premier président du Parlement, Jean-Louis Faucon de Ris. Mais il est loin d'être le seul. Donc, les agents vont voir ce type, et après? En fait, il est assez difficile de suivre la logique d'ensemble. Il apparaît surtout que c'est une espèce de myriade d'agents satellites. Ils peuvent même être assez nombreux par moment dans la ville à collecter des informations et à tenter d'agir. Parfois même, en fait, ils se tirent dans les pattes. Reprenons. Ou à l'autre, si vous avez assez confiance à... Ici, comme on l'a déjà rencontré avec cet auteur, on observe une confusion entre la conjonction si, si, et l'adverbe si, avec un c. Moi pour des levées. Je vous engage ma... Les levées ici, là, cela sous-entend des levées de troupes. Parole de 5 ou 6 compagnies en 15 jours, car... Dans compagnie, on a la preuve que notre auteur peut aussi commettre de simples erreurs. Il est humain après tout. Cela se rencontre souvent dans les successions de jambages. Il arrive qu'un N connaisse 3 jambages, comme dans Anki, avec 3 jambages pour le N. Ou qu'on préfère un N à un M seulement avec 2 jambages. Bref, compter les jambages, c'est bien, mais prudence, ce n'est jamais une valeur sûre. Les officiers et 50 maîtres retenus. Mais votre Éminence considérera que si la province
Branlez, il ne serait plus temps. Vous agirez. En cela, comme au reste, avec votre prudent. Danse ordinaire, finissant en vous conjurant de... Ordinaire est un bon exemple de ce dont nous parlions tout à l'heure. Un jambage a été mangé par l'auteur. La cervoise d'Astérix. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Considérez que je ne puis, avec honneur, rester. Sans emploi ou établissement, j'ai fait beaucoup d'ennemis, ayant hautement agi et parlé desquels il faut se mettre à couvert. J'espère que cette lettre L surnuméraire disparaît progressivement durant le XVIe siècle. Des poètes ou des prosateurs tels que Montaigne ou Blaise de Montluc tentent déjà à abandonner cet usage. Votre bonté et générosité aura égard à cela. Et que fêturent les promesses qu'il vous a plu. Faire à Monseigneur, votre humble, etc., très obéissant, etc., et très assuré, etc., serviteur. Ainsi signé de Rassan. En particulier dans les correspondances, les formules de politesse de ce type sont tout à fait classiques. On en rencontre même de tout à fait similaires entre les membres d'une même famille. Rouen, rue des Carmes, le mercredi 17 janvier. Ici, l'auteur est Alexandre Rassan. Il est né en 1611 dans une famille normande, il est seigneur du Veneur. Il n'est l'auteur que de 2 lettres, mais un autre agent dit de lui qu'il paraît fort passionné, serviteur du roi et de votre éminence. Autrement dit, de Mazarin. En raison de ses liens familiaux à Rouen, et comme en fait il le souligne lui-même dans la lettre, il est très bien placé pour renseigner l'autorité royale. Ce que l'on sait de Rassan, c'est qu'en 1652, cela fait déjà 2 années qu'il est dans la province et qu'il agit militairement en tant qu'informateur pour Mazarin. Je reviens aux questions de paléographie. De manière générale, dans cette lettre, et comme souvent finalement à cette époque, la ponctuation est quasiment absente dans la lettre. On a bien une virgule ou 2 qui traînent ici ou là, mais cela reste anarchique et assez peu significatif. Cela doit inviter à une certaine prudence. Si on ne prend pas le temps de la rétablir dans ce texte, on comprend rien. C'est très impactant de remettre la ponctuation. Ça peut changer un texte. Et oui, tu as raison en fait, il faut vraiment se montrer très prudent. La ponctuation à elle seule peut modifier le sens d'une phrase. Il convient donc de prendre en compte ce que l'auteur a voulu dire. C'est mon moment écriture. Ton moment écriture? Je consacre 1 heure par jour à mon roman. Si tu faisais la même chose, ton vlog serait peut-être plus cohérent. Les journaux intimes des tueurs en série ont une meilleure ponctuation. J'écris comme je parle. C'est mon style. C'est ce que mes followers aiment. Tes followers sont clairement des imbéciles. Ils répondent à tes stories avec des petites images insipides. En France, l'intérêt porté à la question de la ponctuation est assez ancien. Le premier traité qui s'y consacre est édité en 1471 dans le second livre imprimé en France. Ainsi donc, c'est avant tout une question d'imprimeur. Mais pour autant, longtemps dans les imprimés, ça reste relativement aléatoire. C'est beaucoup plus ancien que je ne le pensais. Allez, tant que j'y suis, pour terminer sur ces questions, j'aimerais tordre le cou à une dernière idée reçue sur la langue. On met souvent en avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Celle-ci est souvent perçue comme l'élément moteur de la mise en place du français comme langue officielle dans le royaume. Parce que c'était pas le cas ? Or, cet acte royal vient dans les faits sanctionner une longue tradition. En un mot, personne n'a attendu l'ordonnance pour écrire en langue française. Il faut quand même souligner que cela marque une rupture pour certains actes administratifs, mais pas pour tous, et le mouvement est bien plus précoce en littérature. Ainsi, on dispose de nombreux glossaires dès le 8e siècle qui proposent des traductions de certains mots latins obscurs en langue vernaculaire. En langue française donc. Je mets ici un extrait des Serments de Strasbourg qui date de 842 et qui est rédigé en langue romane. Il est souvent considéré comme l'acte de naissance de la langue française. Bon, même si ça se discute, bien entendu. De même, on sait que dès le Moyen-Âge, les vies de saints peuvent être rédigées en français. De sorte que la traduction de la Bible par Calvin n'est pas un acte si isolé qu'il n'y paraît, mais finalement le fruit d'une longue tradition dans le domaine religieux. Pourtant, on pense souvent que le latin est la langue de la foi. Et ce n'est pas totalement faux.
Mais c'est aussi plus compliqué. Il en est de même en médecine. Si les facultés enseignent en latin jusqu'à une époque très tardive, le français n'est pas totalement absent de la science en règle générale. Si je ne devais prendre qu'un exemple, la grande chirurgie de Guy de Chauliac, rédigée en 1363 et rééditée en français en 1579. Voilà, je pense que vous devez commencer à vous en douter. Mais le but de ces vidéos est aussi de tordre le cou à certaines idées reçues. Et pour ce faire, j'essaie de vous apporter des éléments sourcés. Vous pouvez même aller voir en description ou dans les commentaires et vous verrez qu'il y a pas mal de choses. Même si je n'y crois pas trop en vrai, j'espère qu'on n'entendra plus à l'avenir cette fameuse phrase « Ah, ils écrivaient mal ». C'est beau l'espoir. Oui, mais si on arrive à expliquer à chaque fois qu'en fait non, c'est simplement qu'ils écrivent différemment et que la langue elle est vivante. On peut tous être des ambassadeurs qui expliquent les évolutions du français. Ou sinon, le plus simple, c'est de partager cette vidéo. Alors naturellement, ce texte ne permet pas de faire le tour de l'ensemble des cas que l'on peut rencontrer dans les manuscrits. Mais c'est un excellent cas d'école autour d'un auteur plutôt à tendance phonétique, mais qui n'ignore pas totalement les règles de l'orthographe étymologique. Il est un peu dans un entre-deux, quoi. Comme l'immense majorité des auteurs en fait, ouais, effectivement. Ainsi, la réalité est souvent plus compliquée qu'il n'y paraît. Il convient généralement de rester prudent, même confronté à un texte qui peut paraître simple comme celui-ci. D'ici votre prochaine transcription, Utipeuses, Utipeurs, futurs Utipeuses et futurs Utipeurs, aidez-nous à faire parler de cette chaîne.